Mosaïque. Mosaïque. Bonjour à tous, merci d'avoir choisi ce rendez-vous sur Isanganiro. La République démocratique du Congo a procédé à son intégration au niveau de la communauté est-africaine le 29 mars 2022. Il devient le 7e pays membre de l'EAC après le Sud-Soudan, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. 4 pays de la même communauté sont frontaliers avec la RDC, à savoir le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie. A signalé également que parallèlement à cette intégration de la RD Congo au sein de l'EAC, la langue française a aussi été adoptée comme langue officielle. Le débat mosaïque aujourd'hui va porter justement sur cette intégration de la République démocratique du Congo à la communauté est-africaine. Quelles seraient les attentes des populations au niveau sociopolitique et économique, mais aussi sur la cohésion sociale des populations? 3 invités sont avec nous sur le plateau. Proté Nizigimana, vous êtes le président du conseil de surveillance au sein de l'association des commerçants transfrontaliers du Burundi, ACTF BOU en sigle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Professeur Guillaume Ndaïkengurutse, vous êtes enseignant d'université, spécialiste en matière de sciences et politiques et relations internationales. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour et merci pour l'invitation. Et puis nous sommes avec vous, André Njaté, un des responsables de la communauté congolaise au Burundi. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Nous avions souhaité la participation des responsables du ministère ayant dans ses attributions l'intégration du Burundi à la communauté est-africaine, mais sans succès. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette émission. Je vais d'abord m'adresser à vous, André Njaté de la communauté congolaise au Burundi. L'entrée de la RDC à l'EAC, la République démocratique du Congo, c'est un vaste pays. L'entrée de ce pays à l'EAC, ça vous fait quel sentiment? Ça donne quelle image? Merci pour la question. Pour moi, en tant que Congolais vivant au Burundi, l'entrée de la République démocratique du Congo dans cette communauté des pays de l'Afrique de l'Est ne peut que m'enchanter. Ça vous enchante et vous pensez que le peuple congolais peut s'attendre à quoi par rapport à cette entrée, à cette adhésion de la RDC à l'EAC? Vous savez, le peuple congolais est un peuple cosmopolite et hospitalier. Et en tant que peuple cosmopolite, le Congolais a toujours eu cette envie-là de quitter son pays et de voir ce qui se passe ailleurs. Comme vous l'avez fait. Comme vous venez de passer combien de temps au Burundi? Je suis né au Burundi. Né au Burundi. Donc le Burundi, c'est ma 2e patrie. Merci. Alors, le Congolais aime sortir de son pays et voir ce qui se passe ailleurs. Et lorsque une telle décision est prise par les autorités, notamment par le chef de l'État qui a signé cette adhésion de la République démocratique du Congo dans l'EAC, ça ne peut que enchanter la population. Et surtout, la population des Grands Lacs ici. Oui. Lorsque nous prenons les provinces qui sont tout autour du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, ici, quand on parle le Nord Kivu, le Sud Kivu, même l'Ituri, même le Maniema, nos activités, les activités commerciales des Congolais de cette partie, c'est beaucoup plus, d'abord, vers le Burundi, vers l'Ouganda, vers le Rwanda. Et l'Ouganda? Oui. L'Ouganda aussi? Oui, oui, je venais de dire que vers l'Ouganda aussi. Et lorsqu'on facilite les conditions de déplacement des populations pour ces activités, ça ne peut qu'être
une aubaine. Donc les conditions de déplacement, ça va être facilité par cette intégration de l'EAC, de la RDC à l'EAC. Tout à fait. Mais vous dites que le peuple congolais, c'est un peuple cosmopolite, hospitalier, etc. Mais du côté de la RDC, justement, et dans le Sud Kivu, il y a des cas de mauvais traitement, maltraitement des Burundais, notamment certains qui essaient de travailler. Est-ce que vous estimez que leur situation pourrait s'améliorer, étant cette fois tous au sein d'une même communauté qu'est l'EAC? Je n'ai pas encore eu vent de ce que vous dites là, quand vous dites qu'ils sont maltraités. Sauf que lorsqu'on quitte son pays, qu'on va dans un autre pays, il y a certaines restrictions auxquelles on est soumis. Et on doit s'appliquer à ça. Mais ce que je sais, c'est que au Burundi, non, les Burundais au Congo vivent comme on peut bien vivre. Si on a comme ses moyens, Congolais si on a ses activités, comme le Congolais aussi ici, dans ses activités, il est protégé même. Mais il y a des groupes armés qui sont signalés à l'est de la République démocratique du Congo. On parle notamment de groupes armés des gens de nationalité burundaise à l'est de la RDC. Est-ce que ça ne risque pas de rester comme élément de séparation entre Burundais et Congolais? Vous savez, nous ne devons pas considérer ces gens comme capables de nous séparer. Ce sont des malfaiteurs. Des malfaiteurs. Et les malfaiteurs, on doit les traiter comme on traite les malfaiteurs. Donc il y a moyen de les combattre ensemble. Il faut les combattre plutôt ensemble. Avec une telle adhésion de la RDC dans la communauté, on espère que nous pourrions, nous qui aimons la paix, nous qui ne sommes pas des malfaiteurs, nous pourrions mettre nos efforts ensemble pour pouvoir combattre toute forme de velléité tendant à déranger ce que nos chefs d'État viennent de signer comme. Donc ceci pour dire que ce qui dérange le Congo, la République démocratique du Congo, ça dérange automatiquement le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, etc., les autres pays de la communauté. Oui, à un certain niveau. Parce que aujourd'hui, on voit des gens qui peuvent quitter tel pays et aller s'aimer la zizanie dans l'autre pays. Nous ne devons pas considérer ces gens comme travaillant dans la légalité. C'est pour cela que la coalition, la mise en commun des forces pour combattre ces malfaiteurs, c'est de là que doivent partir tous les efforts à fournir dans le cadre de cette intégration. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de l'intégration sur le plan commercial, sans sécurité, ça va être compliqué. Vous pouvez bien créer une route, vous l'asphaltez très bien, les véhicules peuvent quitter Bujumbura, arriver à Lubumbashi. Mais s'il y a des malfaiteurs qui, à un moment, s'érigent en coupeurs de route, le transport va être compliqué. Merci. Je vais revenir vers vous. Protais Nezegimana de l'Association des commerçants transfrontaliers du Burundi. Vous êtes président du conseil de surveillance au sein de cette association. Et l'entrée de la RD Congo au sein de l'EAC, qu'est-ce que ça représente selon vous, et pour les Congolais et pour les Burundais? Que ce soit pour les Burundais, que ce soit pour les Congolais, moi je trouve que l'adhésion de la RDC dans l'EAC, c'est une grande opportunité pour nos deux peuples. Oui. Oui. Il y a donc, est-ce que si on essaie de parler, disons, étape par étape, sur le plan humain, c'est comment, sur le plan politique, c'est comment, le plan économique, etc. Mais pour les deux côtés, burundais et congolais. Sur le plan humain, je veux dire que c'est le champ. Le champ a été agrandi. Donc ça devient vaste. Ça devient, la superficie a énormément agrandi. Les habitants, l'habitant, la population qui va peupler les citoyens de l'East African Community a extrêmement augmenté avec l'adhésion de la RDC. Touche ça c'est l'opportunité qui se présente surtout
si je touche alors le point de vue économique pour les gens qui font les affaires. Il y a un journal qui a écrit que avec l'entrée de la RDC à l'EAC, donc l'EAC va au moins, donc, ça va concerner au moins 280 millions de citoyens. Avant l'adhésion de la RDC, c'était 184 millions d'habitants. Mais avec l'adhésion de la RDC, c'est 285 millions d'habitants. 285. Oui. Ah, ça devient beaucoup. Concernant la superficie, avant, c'était de 2 408 km². Mais avec l'adhésion de la RDC, c'est 4 785 408 km². Et qu'en est-il pour la cohabitation des citoyens? Il y a ces frontières qui vont s'agrandir. Donc, l'ouverture des frontières, notamment entre le Burundi et la RDC, entre la RDC et le Rwanda, etc., etc. Donc, le champ de travail pour les citoyens, ça s'agrandit. Donc, avec l'adhésion de l'EAC, de la RDC, de la RDC dans l'EAC, il y a cette facilité dans les échanges, facilité dans la circulation des biens, facilité dans la circulation des personnes, puisque même les documents que les gens doivent présenter, ça a une facilité. Le recours qui est appliqué au niveau de l'EAC, qui n'était pas appliqué avant que l'EAC entre, c'est le régime commercial simplifié, qui offre des facilités pour surtout les petits commerçants transfrontaliers. Ça va alors bénéficier maintenant ceux qui vont aller vers la direction de la RDC. Ils vont encore bénéficier de ces avantages du régime commercial simplifié qu'ils bénéficient au sein de l'EAC. Entre le Burundi et la RD Congo, on parlait notamment d'un document qui s'appelle Ujirani Mwema, c'est ça? C'est ce document que l'on se servait pour traverser la frontière, quittant peut-être une commune frontalière avec la RD Congo, une commune burundaise. Donc ça ne dépassait pas une commune. Est-ce que cette fois, ça veut dire que tout citoyen burundais, il pourra présenter un autre document facilement pour traverser la Rusizi, par exemple, en allant... D'abord, pour parler de son document de Ujirani Mwema, pour le moment, du côté de la RDC, il n'est pas applicable. Les raisons, quelquefois, on dit que c'est pour des raisons sécuritaires, mais pourtant, du côté de la Tanzanie, il est appliqué. Je ne sais pas si avec l'adhésion alors de la RDC, avec à niveau de l'EAC, que ça va être pratique, comme si c'est pratique du côté de la Tanzanie. Ça dépendra de nos décideurs. Mais prenons par exemple, pour le moment, concernant la loi de l'établissement, on ne parle plus, on parle de citoyens de l'East African Community. Ça, c'est un avantage. Un Congolais qui viendra au Burundi, il ne se sentira beaucoup plus comme un étranger. Il se sentira comme un citoyen de l'EAC, mais qui vient de s'établir ici au Burundi. C'est toujours au sein de l'EAC. Au sein de l'EAC. Est-ce que je peux venir vers vous, professeur Guillaume Ndaikengurutse, en tant que spécialiste des sciences politiques et relations internationales, l'enjeu majeur de cette intégration humaine entre les peuples de la RDC et des Burundais à l'EAC, c'est lequel selon vous? Merci. Tout d'abord, j'aimerais un peu revenir sur
les fondements de ces processus, c'est des processus des relations internationales, les fondements d'un processus d'intégration régionale. En fait, l'intégration régionale, ça part d'un constat qu'aujourd'hui, il y a une interdépendance croissante entre les États. C'est-à-dire qu'aucun État ne peut prétendre vivre tout seul, ne peut prétendre atteindre ses objectifs en fonctionnant tout seul. Il ne faut pas travailler en solo. Voilà, il ne faut pas travailler en solo. Alors, que la RDC intègre l'East African Community, a priori, je dis bien a priori, c'est une bonne chose. Oui. Mais comme vous posez très bien la question, ce sont des enjeux. Et les enjeux, les gens aiment les orienter du côté positif, mais en réalité, les enjeux, c'est qu'est-ce qu'on a à perdre, qu'est-ce qu'on a à gagner. Alors, si vous permettez donc que, pour moi, je pose le tableau modeste des enjeux que moi je constate, la RDC constatait que c'est un pays continent qui vient de rejoindre... pays continent. Voilà, donc un pays continent qui vient de rejoindre la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est une population qui gravite autour de 100 millions d'habitants. Lui, Proté parlait autour de 105 millions d'habitants. Oui, c'est autour de 105 millions, oui. Et donc, 105 millions d'habitants qui viennent s'ajouter aux habitants des pays de la communauté de l'Est de l'Afrique de l'Est. Qui s'ajoutent à 180. Voilà. Et puis, donc, c'est une communauté qui s'agrandit avec un territoire communautaire qui va de l'océan Indien à l'océan Pacifique. Et puis... donc, joindre deux océans. Voilà. Et puis, un autre enjeu, n'oublions pas que la RDC, c'est un État qui est en proie à l'instabilité. Oui. C'est-à-dire la question de la gouvernabilité. La question de la gouvernabilité du territoire congolais, du territoire de la RDC, se pose. À côté de cela, il faut savoir que c'est un État qui attise les intérêts, non seulement des États de la région, mais aussi au-delà. Parce que, comme vous le savez, la RDC, comme le disent certains auteurs, c'est vraiment un scandale géologique. Scandale géologique. Voilà, avec ses richesses minières et consorts. Un scandale, enfin, au sens positif du terme. Oui. Parce que c'est vraiment, on ne trouve pas cela ailleurs, j'allais dire même nulle part ailleurs. Et puis, la RDC, c'est quand même un pays francophone. Oui. Un pays francophone qui entre dans l'East African Community où il s'agissait de la langue anglaise qui était beaucoup plus usitée. Est-ce qu'en passant, si je vous pose cette petite question, avec l'entrée de la RDC à l'EAC, donc ça a facilité l'acceptation de la langue française comme langue officielle? Ben, écoutez, de toutes les façons, ça doit être une carte qui a dû être jouée d'une manière ou d'une autre. Mais cela, c'est ceux qui se trouvent dans les couloirs de la décision qui le savent. Mais c'était une carte jouable. Alors, tous ces éléments que je viens d'évoquer, pour moi, ça suscite des enjeux. Ça suscite des enjeux sur lesquels, non seulement les pays de l'East African Community qui étaient là doivent réfléchir, mais aussi la RDC elle-même doit réfléchir. Parce qu'une chose, c'est de se lancer dans un processus d'intégration régionale, c'est de se mettre ensemble. Une autre chose, c'est de tout faire pour qu'il y ait des retombées réelles au niveau de la vie sociopolitique et économique d'un État, des États membres. Donc voilà, je pense qu'il faut beaucoup plus réfléchir autour de ces enjeux. Je ne vais pas prétendre tout seul y réfléchir, apporter des solutions, mais pour moi, je pense que c'est le rôle de tout scientifique, c'est de poser les problèmes et de laisser les décideurs et les autres acteurs en discuter. Vous parlez tantôt de scandale géologique. Est-ce que, au sens positif, ce scandale géologique au sens positif, est-ce que ça peut profiter beaucoup plus à l'EAC dont font partie le Burundi, les Burundais, la RDC et les Congolais? Est-ce que ça peut beaucoup plus profiter
l'EAC que les autres pays en dehors de cette communauté? C'est donc, en fait, tous ces enjeux que je viens de poser appellent donc... Il y a toute une communauté internationale qui a les yeux braqués sur la RD Congo, n'est-ce pas? Effectivement, effectivement. Donc, ça appelle, tous ces enjeux appellent les États qui sont membres de l'East African Community de s'asseoir pour travailler sur des mécanismes solides qui sont capables de supporter tous ces enjeux que pose l'entrée de la RDC au sein de l'EAC. Et alors, si des mécanismes efficaces sont mis en place pour rentabiliser les ressources de la communauté, ça pourrait profiter à l'East African Community. Mais si on entre dans l'intégration juste pour dire on est ensemble, on traite les problèmes ensemble, mais d'une manière superficielle, c'est pas évident que la communauté pourra profiter de ces atouts qu'apporte la RDC au sein de la communauté est-africaine. Là, il y a un schéma que vous avez fait de l'océan Indien à l'océan Pacifique, Atlantique. Atlantique ou Pacifique? De l'océan Indien à l'océan Atlantique. De l'océan Indien à l'océan Atlantique, il y a l'EAC, dont la RDC fait partie cette fois. À quoi peuvent s'attendre les citoyens de cette communauté? Je parle bien des infrastructures et routières et de l'énergie, etc. Est-ce que ça peut s'améliorer dans l'intérêt des citoyens de la communauté? Effectivement, ce problème d'infrastructure de transport, c'est un de ces mécanismes sur lesquels la communauté doit se pencher pour pouvoir exploiter à bon escient les ressources dont regorge l'espace communautaire, et en particulier la République démocratique du Congo. Et puis donc, ce fait que la communauté va partir de l'océan Indien à l'océan Atlantique, et normalement, c'est inaubaine. C'est inaubaine pour le désenclavement des États qui, comme le Burundi, qui n'avaient pas accès à l'océan Atlantique, par exemple. Mais il y a un problème d'insécurité, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des groupes armés qui sont signalés ici et là. Est-ce qu'il y a une cohabitation sociale qui peut s'améliorer? Effectivement, le nœud du problème, c'est l'instabilité qui règne au niveau de l'Est et de la RDC. Mais écoutez, il ne faut pas blâmer la République démocratique du Congo. Parce que cette insécurité, cette instabilité, il n'y a pas que la RDC qui est, si vous voulez, actrice de cette insécurité qui est là. C'est-à-dire, d'autres pays membres de la région ont une part de leur responsabilité. Parce qu'il faut constater que nous sommes dans une région qui a connu une longue histoire de conflits dans plusieurs États. Et effectivement, parce que lorsqu'on parle de l'intégration régionale, les gens vont croire qu'il ne s'agit que d'un échange des choses positives. Mais il y a aussi la circulation de la violence. Il y a aussi la circulation de la violence au sein de la communauté lorsque vous vous mettez ensemble et que vous décidez d'ouvrir vos frontières. Alors, tout revient donc à la problématique que j'ai posée, des mécanismes communautaires qui sont mis en place pour traiter, que ce soit cette question d'infrastructure que vous étiez en train d'évoquer, mais aussi cette question d'insécurité. Alors, cette question d'insécurité, on ne va pas dire qu'elle n'était pas traitée avant, mais c'était beaucoup plus dans des cadres bilatéraux. Alors, aujourd'hui, on peut être amené à croire que cette fois-ci, ça sera une question qui sera traitée au niveau multilatéral. Que cette fois-ci, la communauté pourra facilement se saisir des problèmes d'insécurité qui sévissent en République démocratique du Congo. Que ça soit traité au niveau communautaire et que ces tractations d'État à État qui, aujourd'hui, me semble-t-il, ne sont toujours pas conséquentes. On ne voit pas les retombées positives de ces tractations. Donc, on peut être amené à croire que si la communauté se dote de véritables mécanismes de gestion de ces problèmes sécuritaires,
et que si ces questions sont traitées dans un cadre multilatéral au niveau communautaire, on peut être amené à croire que cette situation sécuritaire pourrait s'améliorer. Une petite question que je vais poser aux autres ici sur le plateau. Il y a donc cette question d'insécurité peut causer qu'il y ait des réfugiés. Ici et là, il y a des réfugiés burundais qui se trouvent sur le territoire congolais et vice-versa, il y a des réfugiés congolais qui se trouvent au Burundi. Ils sont comptés à des dizaines de milliers. Et quel serait leur sort avec cette intégration de la RDC au sein de l'EAC? J'aimerais vous préciser une autre chose à propos de ces questions d'intégration régionale. Vous savez, on ne se lance pas dans un processus d'intégration régionale du jour au lendemain. Il faut réfléchir. Si ça s'est fait, ça explique pourquoi parfois les citoyens de tel ou tel autre État peuvent se poser la question de savoir finalement, ça fait des années et des années que nous sommes dans cette communauté-là. Mais qu'est-ce qui change dans nos vies quotidiennes? Oui, alors, tout à fait. Pour revenir à votre question, ces questions de réfugiés, en fait, c'est toujours lié à la sécurité. Il y a derrière... Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'ils puissent s'établir à ce pays où ils sont tant des citoyens Derrière ces questions sécuritaires, il y a ce qu'on appelle la théorie de la paix démocratique. La théorie de la paix démocratique, lorsque Immanuel Kant l'évoque, c'est pour dire que, oui, nous sommes d'accord avec l'internationalisme libéral. C'est pour dire que, oui, les États doivent travailler ensemble, coopérer, former des institutions internationales, à l'instar de l'EAC, qui sont solides. Mais si les systèmes de gouvernance qui règnent dans ces États ne sont pas de nature démocratique, cela aura du mal à se répercuter sur l'ensemble communautaire. C'est ça la théorie de la paix démocratique. C'est-à-dire, dès le départ, il faut que les questions de gouvernance économique, démocratique soient traitées pour que, écoute, on ne donne que ce qu'on a. Cette sécurité, c'est-à-dire cette gouvernance sécuritaire ne pourra pas s'améliorer au niveau de l'ensemble communautaire si au sein des États membres, elle n'est pas mise en avant. C'est ça, au fait. Et cela, écoutez, si aujourd'hui il y a un modèle d'intégration régionale qui est réussi, qu'on le veuille ou pas, c'est l'Union européenne. Ils sont assez en avance. Mais retourner, je ne veux pas dire qu'ils ont des systèmes de gouvernance qui constituent des modèles, mais au moins il y a des systèmes de gouvernance qui sont très solides, qui sont plus ou moins viables, et ça leur permet de valoriser cette union, cette intégration régionale. Et donc, je ne veux pas trop entrer, mais vous-même faites le constat des systèmes de gouvernance qui sont en vogue dans l'espace de l'East African Community. Il y a des pays qui sont plus en avance que d'autres. Et donc, il faudra aussi travailler sur ce genre de questions. Un mot de votre part, Monsieur André Njaté de la communauté congolaise au Burundi. Il parlait de la théorie de la paix démocratique. Qu'est-ce que vous allez dire de ces Burundais qui se trouvent en RDC comme réfugiés et inversement des Congolais qui se trouvent au Burundi en tant que réfugiés? Merci pour la parole. Je suis assez content de ce que le professeur vient de nous exposer sur ce plateau. Ce qu'il a dit là est tout à fait soutenable. Ça se comprend très bien. Mais à propos des réfugiés, il faut d'abord savoir, celui-là qui est réfugié, mais pourquoi il est? Pourquoi il a quitté son pays pour aller là où il est? Et s'il a quitté son pays, est-ce que maintenant, les conditions dans son pays sont favorables de manière à ce qu'il puisse se dire, maintenant je peux retourner? Est-ce que les conditions peuvent bien permettre qu'il puisse retourner? Alors, dans la plupart des cas, il y en a qui à un moment peuvent se dire, bon, on peut retourner. Mais le mal, c'est que quelque part, vous vous rendez compte que les organismes internationaux qui gèrent les réfugiés et qui gèrent ces camps-là, parfois
constituent des obstacles au retour de certains réfugiés dans leur propre pays. Mais comme tu as posé une question à propos de l'installation de ces réfugiés là où ils sont, là aussi, on devait analyser et définir des principes tels que si quelqu'un a fait autant d'années dans un pays et qu'il estime qu'il peut bien y rester, on définit les conditions pour qu'il puisse y rester si les conditions le permettent. Ça peut aussi dépendre de la volonté de ces réfugiés, Oui, n'est-ce pas? oui, mais tout cela, Mais aussi des pouvoirs publics et de... justement, tout ce que nous pouvons dire ici tient à la volonté politique de chaque État. Le professeur a parlé de la démocratie. Il y a des États qui sont plus avancés que les autres. Oui. Comme il y a des pays qui ne veulent pas entendre certains principes démocratiques et qui sont déjà acceptés dans d'autres pays. Et à un moment, on se dit, il n'y a pas de leçon à donner. Chacun est dans son pays. Le professeur a parlé des mécanismes. C'est vrai. Maintenant, les gens doivent voir. Nous devons tous voir. Les autres organisations dans lesquelles nous nous retrouvons, si ça n'a pas marché, mais qu'est-ce qui a fait que ça ne puisse pas marcher? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'EAC. Mais hier, nous avons parlé de la CPGL. Oui. La CPGL qui n'est pas morte, qui est là. La CPGL qui est là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que la CPGL nous facilite? Parce que c'est aussi communauté économique. La CPGL, c'est une communauté économique. Mais est-ce que sur le plan de l'économie, avec la CPGL, avec tous les mécanismes qui étaient définis, où est-ce que nous sommes allés? Maintenant, je préfère plutôt parler de ce que les politiques doivent d'abord faire, qu'il y ait de la volonté. Parce que sans volonté, ça ne peut pas marcher. Et que nos autorités doivent, après avoir signé, elles doivent aussi se dire la vérité. Est-ce que maintenant nous sommes prêts à marcher ensemble pour le développement de nos peuples? La Bible dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être convenues. Mais est-ce que maintenant nous pouvons nous dire que nous nous sommes bien convenus? Est-ce que vous estimez que ces pays qui se groupent au sein de la communauté est-africaine, je me dis qu'ils se conviennent de marcher ensemble cette fois? On suppose. On suppose. Nous allons voir. Et puis l'intégration ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vrai, le chef de l'État congolais a signé, mais le Parlement congolais doit aussi accepter les principes de l'EAC. Oui, ça doit passer par le Parlement. Alors, le Parlement doit. Au niveau du Parlement, il y a aussi les parlementaires de l'opposition. Comme dans n'importe quel pays, il y a aussi les opposants. Est-ce que vous estimez que la décision peut retourner en arrière? On ne sait pas. Moi, je ne suis pas dans les têtes de ces députés, les 500 députés qui doivent voter. Mais il y a aussi l'opposition congolaise qui estime quelque part que non, il y a trahison plutôt que le chef de l'État signe. Alors, vous voyez, toutes ces tractations-là montrent bel et bien que l'intégration, ce n'est pas une histoire assez automatique parce qu'on a signé ça. Il faut que les politiques nous montrent réellement ce qui va être fait, comment ça va être fait, et nous voulons bien les voir bien agir dans le sens à aller ensemble. Sinon, les peuples seront en train de se voir et de se croire avancer sans avancer. Et Proté Nizigimana de l'Association des commerçants transfrontaliers du Burundi, un mot de votre côté par rapport à ces réfugiés qui sont signalés, à ces problèmes d'insécurité qui sont signalés ici, qui peuvent empêcher le processus d'intégration effective des pays au sein de la communauté est-africaine, je dis. La question des réfugiés qui se trouvent ici et là, dans les pays membres de l'EAC, le professeur a parlé
de la paix démocratique. Oui. Qui fait que lorsque les pays, ils ont les dirigeants qui ne voient pas les choses de la même manière. Il y a quelquefois des problèmes de des gouvernance. problèmes de gouvernance. Oui. Vraiment, si réellement l'intégration, si j'utilise le terme effectif, non, si l'intégration était réelle, si l'intégration était réelle, ça veut dire un Burundais qui se sent à l'insécurité, qui va en RDC, même s'il n'est pas congolais, il se sentirait comme un Burundais qui est chez eux. Donc, ils se sentent à l'aise, comme chez soi, Oui. lorsqu'ils traversent la frontière. Et peut-être, bien sûr, la question d'intégration régionale ne supprime pas la souveraineté de chaque État membre. Non. Ça ne donne non plus l'obtention de la nationalité de ton pays hôte. Non. Seulement, ça te donne quelques droits. Mais ce que je préférerais que les États qui forment une même communauté, qu'ils gèrent aussi ensemble la question d'insécurité. Puisque au niveau de la RDC, la plupart des groupes rebelles qui se trouvent là-bas, s'ils ne sont pas d'origine rwandaise, ils sont d'origine burundaise. Ils sont d'origine ougandaise. Alors, une fois qu'ils prennent en main la question de la sécurité, si réellement ils se sentent comme la RDC est perturbée, c'est comme c'est le Burundi qui est perturbé, c'est comme c'est le Rwanda qui est perturbé, et qu'ils traitent la question d'insécurité de la RDC comme les propres questions, moi je pense que ça serait facile alors de traiter la question. Donc, ces problèmes d'insécurité sont traités ensemble. Sinon, la question des réfugiés, tu ne peux pas terminer la question des réfugiés avant de terminer l'insécurité qui les a poussés à se réfugier quelque part. Je rappelle en passant que l'émission Mosaïque d'aujourd'hui portait sur l'intégration de la République démocratique du Congo à la communauté est-africaine. C'était le 29 mars 2022. Les attentes des populations au niveau sociopolitique et économique, mais également sur la cohésion sociale des populations. Il y a 3 invités avec nous sur le plateau, à savoir Protais Nizigimana de l'Association des commerçants transfrontaliers du Burundi, ACTF, BOU en sigle. Il y a André Njaté de la communauté congolaise au Burundi. Et il y a également professeur Guillaume Ndaïkengurutse, enseignant d'université, expert en matière de sciences politiques et relations internationales. Nous avions souhaité la participation de quelqu'un du ministère ayant l'intégration du Burundi au sein de la communauté est-africaine, mais en vain. Et tant que vous avez la parole, vous, Protais Nizigimana de la CTF, nous parlons de l'intégration de ce vaste pays au sein de la communauté est-africaine, son impact sur le plan sociopolitique et économique, mais aussi sur la cohésion sociale des populations. Il y a en tout cas des opportunités et des défis. Les opportunités d'abord, ce sont lesquelles selon vous? Je l'ai dit tantôt, les opportunités, c'est que d'abord, il y a le marché qui vient de s'agrandir. Il y aura aussi les facilités qui se présenteront surtout en ce qui concerne la mise en application du régime commercial simplifié qui est applicable au niveau de l'EAC. Puisque par exemple, au niveau de l'EAC, le plafond pour le régime commercial simplifié, c'est de $2 000. Oui. Les avantages aussi c'est les avantages économiques. Les avantages économiques qui se présentent au niveau de l'EAC, alors on va les bénéficier avec la RDC. Et je pense que
Maintenant, ceux qui tournaient le regard vers la Tanzanie, maintenant, ils pourront aussi tourner le regard vers la RDC. Puisque avec la RDC, ce n'était pas beaucoup des produits, surtout qui viennent de la RDC. C'est plutôt les produits qui quittaient le Burundi vers la RDC. Mais comme on a dit qu'avec la RDC, on vient de joindre les deux océans, l'océan Indien et l'océan Atlantique, Oui. je pense qu'il y aura, si bien sûr on fait la construction des infrastructures de transport au sein de la RDC, puisque c'est ça le problème majeur qui se trouve en RDC, ça sera une chance que les produits qui viennent des pays étrangers qui quittent l'océan Atlantique transitent jusqu'aux pays qui sont enclavés, comme le Burundi, comme le Rwanda, très facilement. Donc il y aura un désenclavement. Ah oui. Et professeur, il faut vous passer la parole pour parler de... Nous parlons des opportunités, les opportunités, avant de parler des défis. Écoutez, normalement, c'est eux qui sont des acteurs beaucoup plus de cette intégration régionale. Moi, je suis avec un regard un peu plus décalé par rapport à ce qui se passe. Mais vous suivez de près en tout cas. Mais vous voyez, quand on parle de l'intégration régionale, chaque fois, il faut qu'il y ait une certaine stratégie. C'est-à-dire chaque État doit avoir sa stratégie d'intégration régionale. Parce que vous avez vu, notre ami de la RDC vient de parler de la CPGL, qui est toujours là, en tout cas. En tout cas, donnons la CPGL. Elle est toujours là alors, au niveau des activités. Alors, un des défis de l'intégration régionale pour les pays en voie de développement, c'est ce fait que les États vont dans tous les sens. Vont dans tous les sens quand il s'agit de s'intégrer au niveau de la région. Et si vous voulez, il y a un terme qui est utilisé par les experts de l'intégration régionale pour parler du bol de spaghetti. Vous voyez, et un État va se retrouver dans plusieurs communautés d'intégration régionale. Et du coup, vous vous retrouvez dans une sorte d'engrenage. Vous êtes membre de l'East African Community. Vous êtes membre de la communauté des États de l'Afrique centrale. Vous êtes membre de la communauté, la CIRGL, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Vous êtes membre de la communauté des États d'Afrique centrale. Voilà. Donc, vous vous retrouvez dans plusieurs organisations d'intégration régionale. Et finalement, vos efforts, vous les focalisez sur quelle organisation parmi toutes celles-là que vous avez intégrées. Parce que, une autre chose qu'on peut constater, si vous voulez, par exemple, même ici en Afrique, une autre organisation qui peut constituer un modèle d'intégration régionale, même si aujourd'hui elle est un peu rattrapée par le passé de ses États membres, c'est la CEDEAO. Mais les États membres de la CEDEAO ont choisi d'être membres de la CEDEAO et ont concentré leurs efforts sur la CEDEAO. Alors aujourd'hui donc, je ne faisais juste que ce clin d'œil avant de parler de ces opportunités. Parce que les opportunités, effectivement, que la RDC intègre, donc la communauté des États de l'Afrique de l'Est, il y a des opportunités. Je vois d'abord ce vaste marché qui s'ouvre. Ce vaste marché qui s'ouvre. Un marché qui va permettre à ce qu'il y ait des échanges. Et quand on parle des échanges, il ne faut pas seulement réfléchir en termes des échanges de biens et de services, mais il y a aussi un échange d'idées, il y a aussi un échange d'expériences, il y a aussi un échange de compétences. Les compétences qui vont circuler un peu partout et facilement, parce que c'est ça le marché commun. C'est la circulation des biens et des personnes. Et puis, donc, des biens, des services et des personnes. Et puis, donc, une autre opportunité au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est, là, je raisonne comme citoyen burundais, c'est la valorisation de la langue française. Parce que si la communauté
a pu à un certain moment minimiser cette langue parce qu'il n'y avait qu'un seul État, le Burundi, qui est beaucoup plus orienté vers cette langue. Désormais, il sera très très difficile de se passer de ces 100 millions d'habitants qui fondamentalement parlent français. Donc, en quelque sorte, on va évoluer vers une sorte de bilinguisme au niveau de la communauté est-africaine, anglais et français, qui pourront être utilisés au même titre, voilà, au même titre. Et puis, comme autre opportunité, je vois, si vous voulez, une augmentation du personnel au niveau de l'East African Community. Parce que si l'East African Community veut prendre en charge cette population qui s'élargit, ce marché qui s'agrandit, il faudra, comme je l'ai dit au départ, se doter des mécanismes. Des mécanismes qui appellent à ce qu'il y ait un personnel beaucoup plus renforcé. Donc, ça veut dire que des citoyens de la communauté pourront accéder à des responsabilités, surtout techniques, au niveau de l'East African Community. Et puis, donc, raisonnant toujours comme citoyen burundais, une autre opportunité que je vois, c'est un potentiel de positionnement stratégique du Burundi au sein de la communauté. Parce que le Burundi... Donc il y a un grand avantage pour le Burundi. Effectivement, parce que le Burundi se retrouve au centre de la communauté. C'est-à-dire, si tout est mis en œuvre et que vraiment des efforts sont fournis pour que les citoyens de la communauté, plutôt les citoyens burundais, s'équipent des connaissances, des compétences nécessaires, et que le Burundi s'équipe des moyens suffisants sur le plan des infrastructures, sur le plan des industries et consorts, sur le plan des universités, parce que je ne vais pas manquer de prêcher pour ma cathédrale. Le Burundi pourrait être une plaque tournante pour la communauté est-africaine. Et c'est pourquoi, à un certain moment... Cette intégration, c'est aussi une chance pour le Burundi. Et effectivement, le Burundi vraiment se trouve au centre, et si tout est mis en œuvre, et que si la conscience collective, parce que c'est aussi cela la notion de puissance. Pour qu'on puisse parler d'une puissance dans les relations internationales, il faut d'abord que ceux qui aspirent à cette puissance aient conscience de ce fait qu'ils ont ce potentiel. C'est-à-dire, si nous avons cette conscience que nous avons la possibilité de constituer une plaque tournante, on pourrait vraiment jouer ce rôle au niveau de la communauté. Donc, il y a ce positionnement stratégique. Voilà donc quelques opportunités pour nous parler que de celles-là. Sinon, elles sont vraiment nombreuses. En tout cas, est-ce que vous pouvez y aller directement avec des défis? Oui. J'aurais dû commencer par là, parce que c'est très facile de parler des opportunités, mais les défis aussi sont immenses, et je pense qu'on les a déjà évoqués. On les a déjà évoqués ici. D'abord, l'instabilité politique au niveau de la région. Ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi. Et ça constitue la base. Ça constitue la base. Oui, on peut rentrer dans des idées beaucoup plus de constituer un espace communautaire développeur, mais cette instabilité pourrait remettre en cause tout ce qui est en train d'être construit sur le plan du développement. Et puis, effectivement, c'est le risque d'être inondé par ce vaste marché qui se crée. Lorsque vous n'êtes pas un État préparé, vous risquez de devenir un déversoir des produits de la communauté. Donc, il y a un défi. Il faut produire. Il ne faut pas constituer juste un marché d'écoulement des produits qui viennent des différents États de la communauté. Donc, il y a nécessité pour les États comme le Burundi, comme le Sud-Soudan, de renforcer leurs capacités productives pour ne pas constituer seulement des marchés d'écoulement, mais aussi pour profiter vraiment à travers des exportations. Mais aussi, si vous voulez, en termes de défis, j'ai parlé de la circulation de la violence au sein de l'espace communautaire. C'est un peu délicat. C'est un peu délicat, mais je pense qu'il faut que les gens puissent y réfléchir. Parce que vous savez, à un certain moment, il y a la Tanzanie, il y a le Kenya qui ont déjà été frappés par des attaques terroristes. Ah oui. Et la communauté se trouve à la porte de la Somalie. Donc ça aussi, c'est un défi qu'il faut prendre en considération si on veut vraiment orienter la communauté vers
beaucoup plus de Somalie stabilité. qui a aussi demandé cette intégration. Effectivement, effectivement. Et puis donc, il y a ce défi de renforcement des mécanismes communautaires. Parce que s'il y avait des mécanismes qui, il faut le dire, tant bien que mal, parvenaient à supporter cet espace de quelques États, avec l'arrivée de la RDC, ça va être constitué un grand défi. Comment pouvoir gérer, voilà. Et pour moi, je vais m'arrêter par ici au niveau des défis. Je vais revenir vers vous. Et André Njaté de la communauté congolaise au Burundi, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à des défis Bon, avec cette intégration de avant de parler des défis, moi j'aimerais un peu revenir sur une question. C'est la question d'est-ce que le bas peuple peut tirer de cette intégration. On ne peut pas chanter, dire au peuple, écoutez, la RDC a adhéré, entre-temps le peuple ne voit rien. Ah oui. Moi je préférerais par exemple qu'on revienne à ce que le bas peuple, le petit citoyen entre guillemets, puisse se déplacer, se mouvoir librement avec ses petites activités commerciales. Je me rappelle bien un moment à Ouvira ici, il y avait un marché qu'on appelait marché CPG, où les gens quittaient Gatumba, traversaient, quelqu'un est venu acheter ses petits produits à Bujumbura, il sait que mercredi je serai à Ouvira pour écouler ça, je reviens, je prends mes bananes, je traverse, je reviens le même jour sans laisser passer. Ça, pour le bas peuple, on sent. Parce qu'on sait que si je me suis déplacé aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans une même communauté avec eux. Si le Congolais qui peut bien venir trouver qu'à Bujumbura, il est bien accueilli, il vend ce qu'il peut bien vendre, il achète, il va revendre dans son pays, au marché de Sion, là-bas, ça ne pose aucun problème. Ça d'abord, au niveau du bas peuple. Mais j'aimerais aussi revenir à une question, parce que le prof en a parlé un peu là, à propos de l'adhésion d'un pays à plusieurs organisations. La RDC ne peut que faire ça. Aujourd'hui, là, lorsque nous parlons de la communauté de l'Est Africa Community, quelqu'un qui est à Bandundu, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Parce que le pays est vaste. Ça ne lui dit rien parce que lui ne se voit pas venir faire les affaires à Bujumbura, ne se voit pas venir aller faire les affaires à Kigali, à Gisenyi, tout ça. Mais l'homme de Goma, Bukavu et même Kindu, avec toutes les facilités d'atteindre Bujumbura, de se faire soigner, les étudiants, les gens viennent étudier. Cet échange-là, le prof a parlé de l'échange scientifique. Aujourd'hui, je suis émerveillé. J'ai appris qu'il y a un campus de l'université Lumière à Goma. Les étudiants de l'université Lumière, campus de Goma, ont été dans la joie quand ils ont appris. Et même les étudiants congolais qui sont dans les universités du Burundi ici, quand ils ont appris l'intégration de la RDC au sein de la communauté, ils ont été très contents. Oui. Maintenant, les professeurs pourront se déplacer, aller transmettre la science, revenir. Cet échange-là, c'est intéressant aussi. Mais au niveau des défis, c'est toujours la volonté politique qui peut bien permettre que les États soient en sécurité. Et justement, il y a ce temps qui presse. Est-ce que vous pouvez y aller directement en proposant des perspectives ou encore ce que devraient faire les États? C'est quoi ce que devraient faire les États membres pour aboutir à une communauté est-africaine solide, stable, unie, etc. Aussi bien sur le plan sociopolitique et économique et sur celui de la cohésion sociale. Tout va de la politique. Que les politiques définissent des bons principes, de mettre en place des mécanismes appropriés pour que cette affaire de guerre s'arrête. Lorsqu'on parle des ADF là-bas, des ADF là, c'est pas en français. C'est pas en français. C'est une histoire qui est venue de l'Ouganda. Mais depuis que cette histoire est venue de l'Ouganda, mais qui adhère? Ce sont des jeunes gens de la sous-région qu'on retrouve. Si tous les pays peuvent bien se dire, écoutez,
dans notre espace ici, arrêtons avec cette histoire. La sécurité établie, il n'y aura aucun problème que les peuples se développent. Que les gens qui font les affaires puissent faire leurs affaires. Quelqu'un peut prendre son bus ici, arriver à Lubumbashi sans problème, revenir, s'installer, s'établir et faire tout ce qu'il peut faire comme affaire. Merci. Et vous, Protais Nizigimana de la CTF, un mot à placer par rapport aux défis peut-être, mais aussi aux perspectives pour aboutir à cette communauté est-africaine bien solide, bien unie, etc. Bon, le défi majeur, moi, que je trouve, c'est cette instabilité politique, l'insécurité qui règne dans la sous-région et surtout au sein de la RDC qui vient d'adhérer l'East African Community. Mais aussi, je vois un autre défi que l'on fait l'adhésion théorique au lieu d'être une adhésion pratique. Effectif. Non, pratique. Je ne veux pas. Puisque quand on parle d'effectif, c'est-à-dire il y a tout un processus qu'on s'est donné. Lorsqu'on y arrive théoriquement, on va dire que c'est l'adhésion effective. Moi, je veux que cette adhésion soit pratique. Réellement, que les avantages qu'on a définis, que les gens, même le bas peuple comme mon ami vient de le dire, que même le bas peuple puisse se sentir réellement qu'il a déjà intégré l'East African Community. Là. Et comme perspective, il faut que les gens s'ouvrent. Il faut que les gens s'ouvrent puisque la plupart des Burundais, nous sommes fermés. Je dis bien fermés. Notre ami, il a dit que les Congolais, ils aiment circuler, et c'est vrai. Et nous, les Burundais, tu vois comment, quand on construit, tu fais l'encre, la plupart des Burundais, même dans nos têtes, nous sommes fermés. Il faut qu'on s'ouvre, puisque les autres États, comme la Tanzanie, comme l'Ouganda, comme le Kenya, ils sont aux aguets. Ils sont aux aguets pour inonder son marché de la RDC qui vient de se présenter. Mais nous, le Burundi, même les chances que nous avons, on les a réduites. Pour le moment, on n'est pas permis d'exporter les produits agricoles, puisque la production, comme le professeur l'a dit, puisque la production burundaise n'est pas suffisante pour la population burundaise. Donc, pour protéger le paix que nous avons, il ne faut pas exporter. Or, il fallait qu'on fournisse le plus d'efforts possible, comme le président de la République nous le dit chaque jour, puisque pour que l'on puisse produire, même à suffisance, et même pour avoir à exporter. Merci. Professeur Guillaume Ndaï Kengurutse, enseignant d'université, spécialiste en matière de sciences politiques et relations internationales. Vous, des défis, vous en avez parlé, mais des perspectives, et on va clôturer l'émission. Je dirais deux choses. Avant de dire ces choses, j'aimerais préciser qu'il m'est toujours très difficile de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Je pose les problèmes et c'est aux gens de tirer les conclusions qui s'imposent. Vous pouvez proposer. Mais alors, je vais dire d'abord ce que mes collègues ici ont dit, mes amis ont dit, mais je vais le dire d'une autre manière. Vous savez, l'intégration régionale, ça rentre dans ce que nous appelons la théorie libérale des relations internationales. Et c'est basé sur le cosmopolitisme, effectivement. Alors, le cosmopolitisme, c'est-à-dire, ce n'est pas l'intégration des États, ce n'est pas l'intégration des gouvernements, ce n'est pas l'intégration des élites, c'est l'intégration des peuples. Alors, c'est-à-dire qu'il faut tout faire que veiller à ce que tout ce qui soit fait dans le cadre de l'intégration régionale ait des retombées dans la vie du citoyen lambda de la communauté. En tout cas. Ça, c'est une chose sur laquelle il faut vraiment insister. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, comme on parle de l'intégration de la RDC dans la communauté est-africaine, il faut savoir que dans un processus d'intégration régionale,
Un État qui entre, il vient avec ses forces et ses faiblesses. Des forces dont on peut profiter et des faiblesses qu'on peut subir. Donc, c'est aux décideurs d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Merci. Merci beaucoup, professeur Guillaume Ndaïkengurutse. Je rappelle que vous êtes enseignant d'université et spécialiste en matière de sciences politiques et relations internationales. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci également de m'avoir invité. Merci à vous, Proténie Zigimana. Vous êtes le président du conseil de surveillance au sein de l'association des commerçants transfrontaliers du Burundi, ACTF-BU en sigle. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre contribution. Merci de votre invitation. Et nous disons également merci à vous, André Njaté. Vous êtes de la communauté congolaise au Burundi. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre contribution à l'émission. C'est moi qui vous remercie. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Merci à tous et tous de nous avoir suivis. Restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque. Mosaïque.